Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes à l'Espace Court à Épinal pour la Biennale internationale de la photographie. C'est magnifique, il y a plein de choses à voir, on en parle tout de suite. Je retrouve tout de suite Daniel Wyss, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Grand Angle donc, qui organise cette Biennale internationale de la photographie ici à l'Espace Court. Alors c'est quelque chose donc, qui existe depuis 2020, ça a été lancé année du Covid, bon ça on ne pouvait pas le prévoir, mais ça avait déjà plutôt bien marché dès le départ. Hein. Oui, c'est vrai qu'on s'est lancé sur une première édition avec l'envie de provoquer un festival sur Épinal, la ville de l'image. Donc c'était intéressant de lancer, de faire venir des photographes et d'organiser quelque chose d'intéressant. Donc la 3e édition, et ça prend à chaque fois de plus en plus d'ampleur, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à aller chercher des photographes d'envergure, de renom. Donc si on les accumule comme ça d'année en année, ça donne envie à d'autres de vouloir rejoindre le festival et de montrer leurs œuvres. Alors cette année, 23 photographes invités, mais pas de thème. Ça, c'est une vraie volonté de votre part. Ici, on va trouver tous les styles et c'est ça aussi qui fait le charme de l'événement. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, en Lorraine, il y a beaucoup de festivals animaliers, nature. Nous, on a tendance à vouloir faire un festival généraliste, à faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude d'exposer à Épinal dans des thèmes complètement différents. Et c'est pour ça qu'on ne met pas d'invité d'honneur, parce que de par le niveau que toutes ces personnes ont, ils pourraient tous être des invités d'honneur. Voilà, on va froisser personne et puis tout le monde est tout le monde est au même niveau. D'autant plus que cette année, on célèbre 2 dates anniversaires dans l'histoire de la photographie, hein, si je dis pas de bêtises. La photo populaire, les 100 ans de la photo populaire, hein, bon, ça touche tous les thèmes. C'est vrai que c'est la photo populaire veut bien dire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite. Chacun fait ce qu'il veut, dans l'art qu'il veut et au niveau où il veut le faire. Quoi. Donc 100 ans de la photo populaire et 200 ans de la... Du 24-36, voilà, c'est ça. Bon, c'est l'ouverture de la technique, de la façon de faire, quoi, du matériel qui évolue systématiquement, de là jusqu'à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quoi. Et justement, ce qu'on peut retrouver aussi dans cette exposition, par le travail de ces photographes, c'est différentes techniques, parce que tout le monde ne travaille pas de la même manière. Hein. Oui, chacun ses passions dans le monde de la photo, hein, c'est un vaste monde. Les techniques sont différentes. Beaucoup, comme dans tous les domaines, retournent à l'argentique, retournent à la chambre noire, des techniques que je ne maîtrise pas moi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est très large, très très large. Comment on fait pour les choisir alors ces photographes? On est toute une équipe au sein de l'association et puis en fait on sélectionne des gens. En fait il n'y a pas d'appel à candidature dans notre festival. C'est nous qui allons chercher, donc, comme vous le dites, des photographes qu'on a envie d'avoir. Et effectivement on se réunit et on sélectionne des gens selon des thèmes pas spécialement, mais selon les envies quelque part. Et donc cette année ça se décline en 4 lieux différents. Hein. Oui, 4 lieux. Donc on est donc sur l'Espace Court, c'est le centre névralgique du festival. Ensuite on est sur l'usine Duxelles, l'ancienne usine Victor Perrin, avec Francis Messelet. On va aller rencontrer dans un instant. Tout à fait. On est également aussi sur le centre culturel avec l'école de la Pro-Photo, une école de Saint-Dié qui a travaillé avec 2 classes pour une exposition pour la Biennale. Et la BMI avec 2 artistes qu'on trouve aussi également ici, Antoine Montmarché et Mine Thuyen. Et donc cette année, vous avez même prévu le transport, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, on a des mécènes, on a un mécène qui nous prête des véhicules, BMW pour ne pas le citer, et puis à Chavelot, et puis donc on a des véhicules pour effectivement mais déplacer des gens qui ne peuvent pas le faire sur les différents sites. Sans oublier un cycle de conférences assez riche aussi. Oui, on a des conférences sur l'Espace Court, en fait, avec 4 conférences par jour, avec projection de films, et puis la rencontre avec des thèmes, je n'ai pas tous les thèmes en tête, mais effectivement, c'est assez riche au niveau information sur la photo. Quoi. Donc tout le monde devrait y trouver son compte. Tout le monde y trouver son compte. Merci Daniel d'avoir répondu à nos questions. Donc, parmi les photographes invités, Philippe Rochaud, qui est un ancien reporter de guerre. Nos équipes sont allées le rencontrer hier. Il rencontrait des lycéens. On va regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Merci. Il n'était pas né alors qu'il parcourait déjà le monde. Philippe Rochaud, journaliste, a couvert pour la télévision les grands événements des 50 dernières décennies.
La révolution iranienne, le conflit en Afghanistan ou la guerre Iran-Irak. Lors de la guerre civile au Liban, il sera retenu en otage pendant 105 jours. Il vivra aussi la chute du mur de Berlin. Une carrière avec ses dangers, vouée à l'information et partagée ce vendredi avec les élèves du lycée Claude Gelée d'Épinal. Je ne le connaissais pas du tout avant ça, mais je trouve que c'est très bien d'aller là où il se passe des choses pour montrer au monde ce qui se passe, les événements actuels pour pouvoir renseigner les gens. C'est très courageux de leur part d'aller sur les lieux où il y a la guerre et tout ça. Et c'est très important que le monde entier sache ce qui se passe là-bas. Pourquoi ça se passe et comment, quels sont les deux camps qui s'affrontent. Et le journalisme mène grandement aux gens à s'informer et à savoir ce qui se passe dans le monde. À l'heure des réseaux sociaux, Philippe Rochaud illustre sa conférence avec des photos qui ont marqué l'histoire du journalisme, mais il ne dénigre pas les nouvelles technologies de l'information. Moi, je suis un fanat des réseaux sociaux. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je suis sur 4 réseaux. Et donc, bien sûr, il ne faut pas entretenir la haine sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûrement la chose qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vraiment un outil de communication extraordinaire, à la fois pour l'information, pour l'image. Et donc, à travers les réseaux sociaux, quand c'est bien mené, on peut apprendre des tas de choses. Et je pense que c'est très complémentaire de la presse traditionnelle. Pour ses reportages au Liban, il obtiendra le célèbre prix Albert Londres, le Graal qui récompense les grands reporters. Le public pourra croiser Philippe Rochaud lors de la Biennale internationale de la photographie d'Épinal. Le journaliste emporte toujours avec lui un appareil photo pour des souvenirs personnels, comme ceux qu'il capte dans les déserts, ces terres brûlées qui le fascinent. J'expose 2 déserts, celui d'Arabie Saoudite, le Hedjaz, et puis le désert du Tibesti au Tchad. Et donc j'ai voulu montrer l'opposition entre un désert d'un pays riche, l'Arabie, puis un désert d'un pays pauvre, le Tchad, qui est infesté par les rébellions. Et donc j'ai voulu montrer un peu ces personnages qu'on rencontre dans le désert, à la fois le bédouin, le rebelle, et puis aussi les femmes dans les oasis d'Arabie qui sont très dignes, qui sont également masquées, etc., qui portent des masques par des températures de 40 à 50 degrés, des masques en cuir. Dans la Cité des Images, la photo a naturellement sa place avec cet objectif pour la Biennale d'Épinal, célébrer un siècle d'histoire et de technique. Nous sommes de retour à l'Espace Court. Je suis cette fois avec Fabrice Guérin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous aussi photographe spécialisé plutôt dans les photos naturalistes, voilà, globalement. Et là, votre exposition ici, le temps de cette biennale, vous avez choisi de la dédier aux cénotes au Mexique. Vous l'avez intitulée Au cœur de la forêt maya, les eaux sacrées du Mexique. Oui, ouais, tout à alors fait, qu'est-ce que c'est que les cénotes pour ceux qui ne savent pas? Alors les cénotes, tout d'abord, ça se situe sur la péninsule du Yucatan, donc côté plutôt côte Caraïbes. Et là, vous avez sur la péninsule à peu près des milliers de trous, des trous d'eau douce. D'accord. Alors je dis d'eau douce parce que ce sont des trous qui ont été formés avec, comment dire, vous avez le sol qui était plutôt calcaire. D'accord. Donc comment dire, les trous se sont formés. L'eau de pluie a rempli ces trous et vous avez des connexions également avec l'océan. D'accord. Donc les trous, vous avez donc en gros vous pouvez avoir un trou, un tunnel, un autre trou. Donc ça forme des systèmes. Donc c'est des lieux uniques, on ne retrouve pas ça vraiment ailleurs. Presque unique. Voilà, on peut en trouver effectivement aussi en Floride. On peut en trouver, mais généralement c'est là, c'est à peu près vraiment l'endroit où on peut en trouver le plus, quoi. Et donc au Mexique, ça a un côté, comme l'intitulé le dit, de sacré pour le peuple maya, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est des endroits, donc il y a des milliers d'années, évidemment, les Mayas s'en servaient comme... c'est des lieux sacrés, des lieux dans lesquels on faisait des sacrifices, mais des lieux aussi de vie. Parce qu'il faut savoir que sur la péninsule du Yucatan, il n'y a pas de rivière apparente. Donc toute l'eau est vraiment souterraine. Donc évidemment... c'était le lieu de vie essentiel sur cette péninsule. Alors, vous ne faites pas que de la photo sous-marine, mais en tout cas, vous êtes aussi spécialisé là-dedans. Quelles sont les difficultés finalement quand on pratique ce type de photographie? Alors, tout d'abord, ce qui est important, c'est de savoir plonger. Oui. Donc, c'est la sécurité avant tout. Et puis ensuite, effectivement, vous êtes dans un milieu où vous n'avez pas trop l'habitude de vous mouvoir. Donc voilà, il faut arriver à utiliser votre appareil que vous mettez dans un caisson étanche. Et voilà, c'est pas du tout la même façon de se mouvoir effectivement que sur Terre.
Vous, en choisissant la photo nature, l'idée c'était aussi de faire de la sensibilisation, montrer que finalement le monde est beau et il faut le préserver, c'est un peu ça l'idée? Oui, tout à fait. Alors aussi bien, ça on sait que de nombreuses espèces sont en voie de disparition, mais entre autres, si je reviens sur les cénotes, c'est des endroits qui sont proches de beaucoup d'hôtels, ouais. Donc avec le tourisme de masse, c'est là où ça commence à être vraiment... Il y a certains cénotes par exemple qui sont maintenant interdits au public. Okay. Donc on ne peut plus y plonger, on ne peut plus y nager parce que les cénotes c'est aussi des endroits dans lesquels on peut, comme des piscines naturelles. Donc oui, certaines fois il y a des abus, l'idée c'est aussi de montrer que pourquoi il ne faut plus aller là-bas. Voilà. C'est ça, exactement. Vous avez eu la chance d'y aller. Voilà, mais voilà. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Vous avez dû voir des choses magnifiques, vous avez parcouru le monde, ça j'imagine bien. Est-ce que vous pouvez nous faire voyager un petit peu là, si vous deviez nous raconter quelque chose? Alors bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir parcourir... je dirais pas le monde, parce que bon, j'ai pas encore tout fait, bien sûr, et tant mieux d'ailleurs. Oui, j'ai eu la chance d'aller en Afrique pour aller voir les gorilles, par exemple, les gorilles des montagnes, ou bien l'ours polaire en Arctique. Et sinon, oui, j'ai eu des rencontres extraordinaires. Les baleines aussi, les baleines à bosse, que ce soit en Polynésie française ou bien côté des Fidji, par exemple, ou au Tonga. Donc oui, j'ai fait de très belles rencontres. Quelle chance vous avez. Merci en tout cas de nous avoir fait voyager, Fabrice Guérin. Merci On à vous. va tout de suite faire une deuxième pause dans cette émission. Et je pense qu'on va rester dans le thème pour le coup, parce qu'on va aller du côté du Haut-du-Taux au Sentier de la Photo. C'était en 2022, ça s'appelait De la Moselle aux abysses. Alors on reste en sous-marin. Voilà, tout de suite. Merci. La 6e édition des Sentiers de la Photo nous rappelle que nous vivons sur la planète bleue, aquatique de la Moselle aux abysses. C'est le titre de cette exposition photographique à ciel ouvert qui débute dans le village du Haut-du-Taux au cœur du massif vosgien et qui convie cette année 4 photographes pour de superbes plongées où le bleu tutoie le vert, comme lors des immersions dans les rivières de notre région de l'hydrobiologiste Anne-Cécile Monnier. L'objectif, c'est d'arriver à émerveiller avec des milieux naturels qui sont tout près de chez soi, finalement, qu'on connaît peu, et de faire prendre conscience qu'il y a de la vie à préserver tout près de chez soi et qu'on peut déjà commencer à agir localement. En fait. Rémi Masson, lui, s'émerveille de la beauté subaquatique des lacs de montagne et des torrents des Alpes dont il est originaire, avec ses rencontres comme cette impressionnante ronde de silure, le plus gros et le plus discret des poissons d'eau douce. Ils cherchent le contact, ils se frottent les uns aux autres. On a l'hypothèse que ça correspondra à une reconnaissance individuelle, c'est qu'ils arrivent à s'identifier les uns avec les autres et ils feraient ça assez régulièrement pour éviter l'agressivité des plus gros sur les plus petits. Parce que le silure est cannibale et c'est pour ça aussi que ceux qui font moins d'1 mètre ne se risquent pas dans ces rassemblements parce qu'ils auraient le risque de se faire manger. C'était juste le requin qui... En progressant dans la forêt, c'est là que se nichent les mondes étranges des abysses, la fosse aux 700 requins de Polynésie ou la balade du poisson-lune. Témoigne des expéditions d'un aventurier des profondeurs, le photographe engagé Laurent Balesta. La beauté, la laideur, peu importe, en plus c'est tellement subjectif tout ça. Mais le mystère me paraît peut-être plus propice à cette idée de venir après protéger. Parce que le mystère, c'est ce qui nous dépasse. Ce qui nous dépasse, c'est ce dont on se met à genoux devant ce qui nous dépasse. Et l'on n'oubliera pas les géants des mers, orques et cachalots de Stéphane Granzotto. Cette année encore, les Sentiers de la Photo sont pour l'un de ces artisans de la première heure. Vincent Munier, photographe césarisé pour son documentaire sur la panthère des neiges, une ode à la nature sauvage à préserver. Les Césars, oui certes, vous dites qu'est-ce qui a changé, ça n'a pas changé ma vie, pour moi c'est assez anecdotique, mais on était ravis. Marie et moi, et puis Sylvain et toute l'équipe, de mettre ce genre de documentaire dans ce genre d'événement, où il n'y a que des fictions. Donc là, on était ravis de ça. Après, ça ne va pas changer le monde non plus. Mais ça peut... là encore, il y avait des gamins, on les sent sensibles suite à ça. Donc on peut être vecteur de transmission. Le choc visuel est garanti, la prise de conscience par le plus grand nombre espéré. Les Sentiers de la Photo sont à parcourir jusqu'au 1er décembre.
Nous sommes du côté de l'usine à Uxenier cette fois-ci où nous avons rejoint Francis Meslay. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes photographe spécialisé particulièrement dans l'urbex, c'est ce qu'on voit autour de nous. L'idée c'est que vous allez arpenter des lieux abandonnés, parfois au péril de, non je ne vais pas dire de votre vie, mais en tout cas voilà, des lieux pas toujours très accessibles pour capturer ces endroits qui ont été laissés à l'abandon, hein. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Vous avez ici, donc à l'usine, à peu près une sélection des 15 dernières années de mon travail de photographie d'exploration urbaine, avec différents sujets qui sont traités. Hein. Vous allez trouver des séries sur les églises, là, comme ces images qui nous entourent. Et puis à d'autres moments, je travaille beaucoup sur les communs. On va avoir des bibliothèques, des cinémas abandonnés. Voilà, la thématique étant de placer les gens devant des endroits qu'ils n'ont pas l'occasion de voir par eux-mêmes, simplement. Alors, quand on est urbexeur, on dit ça, hein, je crois. Oui, voilà, bon, moi c'est un peu comme les coins à champignons, on ne dévoile pas à n'importe qui les lieux. C'est un peu des secrets, finalement, bien gardés. Hein. Oui, parce qu'il y a une certaine éthique hein, dans ce mouvement, la pratique de ce mouvement artistique, qui consiste à déjà une grande discrétion et puis à respecter les lieux. Absolument, je vous en prie. Merci. À respecter les lieux. Donc respecter les lieux, ça veut dire ne pas divulguer, déjà parce que ça se mérite et qu'une grande partie du plaisir de pouvoir découvrir des photographies, c'est d'avoir cherché longtemps des endroits par soi-même. Bien sûr. De les découvrir. Et puis depuis 2015-2016, il y a quand même un énorme succès de ce mouvement artistique d'urbex sur les réseaux sociaux notamment, et donc il y a eu des abus, un gros trafic d'adresses, je dirais. Sachant que c'est des lieux privés, il y a aussi un côté interdit, il faut le rappeler. Normalement, on n'a pas le droit d'être là. 95% des photos que vous avez là sont des lieux où je n'ai pas d'autorisation pour entrer. Un petit côté aventurier, du coup, c'est aussi ça qu'on recherche quand on fait de l'urbex. Oui, bien sûr, il y a des sensations, mais c'est pas ce que je souhaite mettre en avant. Moi, je souhaite pas mettre en avant la transgression, l'interdit, le côté sportif, ou même si ça m'est arrivé de descendre en rappel dans des églises, de traverser des rivières, ou au nom de la discrétion, hein, au petit matin, pour ne pas être repéré. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'amener l'image au regard d'un novice, sans qu'il connaisse bien sûr. La façon dont j'ai dû creuser, ramper, escalader. Ça, c'est une autre histoire. C'est le côté figé dans le temps aussi qui vous intéresse, finalement, voilà, comme si la vie s'était arrêtée dans certains endroits. C'est absolument ça. C'est un peu une projection de ce que pourrait être notre futur, à travers la façon dont on va découvrir ces bâtiments qui finalement on a pu connaître dans notre enfance, ou que nos grands-parents ont pu connaître, que ce soit des cinémas, des piscines ou autres. On imagine très bien notre proche avenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, parce que certains bâtiments finalement ne sont pas abandonnés depuis si longtemps que ça. Donc. Et on voit que la nature reprend toujours le dessus à un moment ou un autre. Hein. C'est vrai que... Il suffit d'un ou deux hivers, avec un bâtiment dont le toit a cédé, et il pleut à l'intérieur, et la nature reprend ses droits en l'espace d'un an ou deux. Après, dans certains bâtiments, c'est beaucoup plus long. Hein. Ça va être des infiltrations, l'humidité. Bien sûr. Ouais. Et j'ai envie de dire que le facteur d'intérêt au niveau photographique réside notamment dans ce qu'on appelle le décay ou la décadence, la façon dont le temps passe et dont on peut s'apercevoir qu'une peinture se décolle, qu'une poutre tombe. C'est tout ça qui est un petit peu magique. On parle souvent dans ce cas-là de la poétique des ruines. Ouais. Voilà. Ça a un côté, une beauté malgré tout. Et j'en profite pour préciser que dans cette exposition, vous exposez aussi une partie de votre travail sur lequel vous penchez depuis quelques années. C'est l'art génératif. C'est-à-dire qu'en fait, vous créer des images, des photographies d'urbex à base d'intelligence artificielle, enfin à l'aide d'intelligence artificielle. C'est ça, en fait. Au bout d'une quinzaine d'années à photographier des lieux abandonnés un peu partout en Europe et puis un peu plus loin à l'étranger, au Japon notamment, il y a 2 ans, je me suis penché un petit peu par hasard sur le concept de l'intelligence artificielle, notamment la génération d'images qui fait des progrès énormes. En fait, mon truc, c'est de donner à manger, en quelque sorte, à l'intelligence artificielle mon catalogue photo, en lui disant, voilà, inspire-toi de ma lumière, de mon style, de mes sujets, et de lui demander de me créer des choses nouvelles.
Donc, une inondation, en fait, par exemple. C'est des logiciels dans lesquels vous rentrez tout un tas de données assez précises pour dire ce que vous voulez, et ça le génère, c'est ça Voilà, ça va générer alors plusieurs images. Il y a un vrai travail de direction artistique à faire pour déjà, en ce qui me concerne, pour rester dans le style photographique qui est le mien, pour pas me succomber au chant des sirènes, et essayer de garder donc pour générer une image, je sais pas, il y en a des centaines qui passent à la poubelle. Oui, bien sûr. Voilà, et on revient sans arrêt pour corriger la perspective, la lumière. Voilà, c'est l'occasion finalement d'avoir des photos d'urbex esthétiquement parfaites finalement que vous auriez rêvé de trouver. Ah oui, c'est tout à fait ça. Si je pouvais résumer certains endroits que j'ai pu visiter ou d'autres que je n'ai pas pu visiter, je me suis dit, mais le jour où la végétation va pousser à l'intérieur de ce théâtre, ça va être magnifique. Voilà ce que l'IA m'a permis de faire. Vous avez peut-être vu d'ailleurs à l'espace court, il y a quelques photos qui sont exposées, dont un théâtre avec un arbre qui pousse au milieu de la scène. Voilà, c'est exactement le fantasme. Ça devient accessible, quoi. À partir du moment où on affiche clairement que c'est une image et un travail d'art génératif, je pense que voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, faut pas tromper le public, faut que les gens sachent ce qu'ils sont en train de regarder. Bien sûr, c'est toujours précisé. D'ailleurs, des fois, il y a des éléments tout à fait insolites. C'est aussi ça, on se permet des choses, des animaux, par exemple, au milieu de ces décors. Oui, voilà. Donc la végétation ou les inondations ou la neige qui tombe à l'intérieur de la site, c'était le premier stade de l'expérimentation. Et là, ma toute dernière série, qui s'appelle Animex, porte sur, je dirais, une apocalypse nucléaire qui serait arrivée assez récemment. Et j'ai le second déluge avec des couples d'animaux qui regagnent les villes alors que l'homme a presque disparu, et on retrouve les gorilles dans les théâtres, les singes dans les bibliothèques, des tigres dans les thermes et dans les piscines. Et bon, voilà, c'est un angle de vision qui me permet d'expérimenter un peu mon imagination. Voilà. À manipuler toutefois avec précaution, parce qu'on sait aujourd'hui les dégâts que peut faire l'intelligence artificielle, toutes ces photos qui n'existent pas, qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà, votre rôle est là aussi de faire un peu de la prévention aussi quelque part, en tous les cas, de manipuler avec soin. Déjà, l'honnêteté, c'est la clarté dans la production, c'est-à-dire de produire des images en expliquant qu'il s'agit d'intelligence artificielle, et ensuite d'informer les gens, de répondre à leurs questions. Il n'y a aucune image qui est plagiée, qui est copiée, qui est prise. Et pour le sujet effectivement sur lequel vous me lancez, sur l'honnêteté par rapport à l'IA, notamment dans le photojournalisme ou dans l'information politique ou autre, on a vu des images de présidents dans des situations, le pape en doudoune, si on fait référence à ce genre d'image. C'est un mal et c'est un bien, parce que je pense que ça va forcer les gens à s'informer et à avoir du discernement, à mettre en doute ce qu'on leur montre. À ne pas tout prendre pour acquis, voilà, ça peut forcer à réfléchir. Voilà. On restera là-dessus, sur ce mot de la fin. Merci beaucoup, Francis Messelet, d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Amener la culture dans la ruralité, c'est tout l'objectif du village de la Microfolie de l'agglomération d'Épinal, qui s'est installé samedi dernier et jusqu'au 20 septembre aux abords des étangs de Saucourt. Un dispositif au service de l'éducation artistique porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, qui se présente sous la forme d'une dizaine de roulottes en bois conçues localement en partenariat avec l'ENSTIB. Dans chacune d'elles, différents espaces culturels tels que le musée numérique, l'espace Fab Lab ou la ludothèque médiathèque, entre autres. Un village éphémère qui fera l'objet de journées dédiées aux professionnels et aux scolaires, ainsi que de nombreuses animations thématiques autour de la musique, du cinéma et de l'environnement. Améliorer l'accueil des usagers et faciliter leurs démarches administratives, une priorité pour la municipalité spinalienne qui a engagé depuis 6 mois d'importants travaux de restructuration, notamment au sein de l'hôtel de ville doté désormais d'un guichet unique. Ici, le personnel répond directement aux demandes des habitants ou les redirige vers les services compétents. Autre changement d'adresse, la police municipale s'installe au rez-de-chaussée de la Maison des Sports et de la Jeunesse, face à la mairie. Le centre multimédia accolé à l'école du centre devient, lui, l'espace de médiation numérique et info jeunes. Et enfin, la Maison de l'Environnement étend ses champs de compétences et rebaptisée la Fabrique à Projet, qui abrite un centre de ressources en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable et une permanence pour accompagner les projets urbanistiques des particuliers.
Incontournable de la rentrée, la fête du sport à Thaon-les-Vosges a réuni samedi dernier 25 associations sportives du secteur. Depuis 15 ans, ce rendez-vous permet de tester des activités et de faire son choix parmi les différents clubs qui ont de plus en plus de succès, passant de 1700 à aujourd'hui 2300 adhérents. Dynamisme confirmé également avec la création d'une association au début de l'été, les Fléchettes Thaonaises. Un motif de satisfaction pour le maire, conscient également que les équipements sportifs sont quasiment à saturation. Des rues noires de monde, le succès est incontestable pour cette 54e braderie de rentrée d'Épinal. L'association des commerçants Épicentre organise ce grand rendez-vous annuel. Les magasins sédentaires ouvrent leurs portes et sortent des murs pour proposer des prix réduits. À leur côté, des centaines de camelots déballent leurs meilleurs arguments de vente pour convaincre cette foule à la recherche de bonnes affaires. Alors venez bien, mesdemoiselles, j'en ai mis toi. Chloé à la place de ce... Ouais, je te mets un Chloé, ma chérie, t'inquiète pas. Le seul truc que je te donne pas, c'est mon numéro de téléphone. Attention, je suis mariée maintenant. Cartes à passe culture, passe communautaire ou encore service civique, les dispositifs sont nombreux pour les 13-25 ans. Ils étaient présentés mercredi dernier lors de la première édition du Forum des ados au gymnase Perrault et Saint-Exupéry d'Épinal en présence de 28 partenaires. Objectif, faire connaître l'ensemble de ces dispositifs et avantages destinés aux jeunes, parfois mal renseignés sur le sujet. Une démarche qui se voulait ludique, notamment avec l'utilisation de téléphones et de QR codes. En fin de matinée, ils étaient déjà près de 400 élèves à avoir fait le déplacement, un événement porté par le centre social Denise Louis et organisé par le collectif de quartier du Plateau de la Justice. Et voilà, cette émission est terminée, mais la Biennale internationale de la photographie se poursuit, elle, jusqu'à dimanche soir. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour du côté d'Épinal ou ici à l'usine à Huxenier. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nous serons du côté du salon Habitat et Bois. À très bientôt.